Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Miroir Miroir. Dans le jeu de la séduction et notamment à l'ère de Tinder, il y a surtout un jeu de miroir, à savoir si l'autre voit en nous ce qu'on aimerait transparaître, si la personne nous trouve aussi jolie qu'on pense l'être, et surtout si notre désirabilité, notre corps en somme, est assez élevé pour arriver à nos fins. Tout ceci semble avoir été amplifié sur les applications de rencontres, lieu de codification des rapports amoureux, où les représentations de notre paraître sont bien plus instables. Cela signifie être constamment jugé en moins d'1 minute à travers une photo ou derrière un écran, par un ou une inconnue qui décide si notre apparence mérite d'aller plus loin. Ce qui me questionne. Qui est considéré comme beau ou belle sur ce type d'application ? Qui sont les personnes exclues de ce qui pourrait parfois ressembler à un marché de la séduction ? Qu'est-ce que veut dire être désirable quand on est un petit point parmi des milliers d'individus qui sont là pour la même chose ? Autant de questions qu'on va tenter d'analyser avec Richard Memto, professeur de philosophie, qui a récemment écrit Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique aux éditions de La Découverte. Bonjour Richard. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a certaines représentations qui ressortent plus que d'autres ? Qu'est-ce que vous avez appris dans vos recherches ? Des représentations comme des profils qui sont typiques, il y en aura, parce qu'en réalité, tout le monde peut se copier. Et même si votre profil est particulièrement bien écrit, vous pouvez essayer d'emprunter les formules les uns aux autres. Donc, effectivement, c'est comme une sorte de... C'est un petit peu comme l'industrie du show business, quoi. Quand il y a une formule qui fonctionne, on a tendance à la copier. Et la formule, même si elle n'était pas très bonne au début, devient un petit peu générique, devient un petit peu standard. Et donc, il y a comme ça, pour les hommes, les femmes, effectivement, des formules qui peuvent se retrouver. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'encore, c'est quand même blockbuster, quoi. C'est-à-dire, c'est une recette très standard. C'est pas forcément la meilleure recette. Mais est-ce qu'il y a un profil type chez les femmes et chez les hommes, selon des photos, des manières de se présenter ? Alors, il y en a qui sont un petit peu, suggérés statistiquement. Alors, si je me souviens bien, par exemple, quand vous êtes un garçon, il faut plutôt vous représenter en train de faire du sport. Au contraire, si vous êtes une jeune fille, vous devez... je suis pas sûr que les duckface marchent très bien, mais vous devez plutôt vous présenter de façon un petit peu plus dénudée, et pas forcément avec des amis. Je crois que ça aussi, c'était quelque chose qui était pas forcément conseillé. Mais l'idée, encore une fois, c'est que même si on pouvait établir la liste des choses qu'il fallait faire, je suis pas sûr qu'il faille le faire, à moins de vouloir passer pour quelqu'un d'absolument générique. Moi, j'avais un ami comme ça qui me montrait son profil et qui me disait mais regarde, je suis vraiment super mignon dessus, et puis j'ai rajouté que j'aimais bien Frank Ocean et tout. J'ai dit mais écoute, je sais pas quoi dire, ça va pas te distinguer du reste de la masse des profils, et du coup tu vas te noyer dans tous les profils. Votre essai interroge sur ce nouveau paradigme qu'ont apporté les applications de rencontres en ligne. Est-ce que vous pensez que ces applications ont rendu l'être humain encore plus narcissique qu'il ne l'est déjà ? C'est une grande question, parce que quand on est prof de philo, on a tendance à dire oui, l'humain ne change pas trop, la nature humaine, et puis au fond, tous les jeux de paraître, vraiment d'apparence, si on devait pointer une sorte de climax comme ça dans l'histoire de l'humanité, ce serait le XVIIIe siècle, les jeux de cour, enfin, où là vraiment on est au sommet aussi du narcissisme et de la présentation de soi. Mais ce qu'il y a en revanche aujourd'hui, c'est qu'on a développé ça vraiment pour tout le monde, alors qu'avant c'était une minorité qui pouvait prendre vraiment le temps de se préparer pour aller danser dans les bals. Et en plus, j'ai envie de dire, on a quand même cette chose assez formidable de se présenter à l'autre, mais un par un. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans une présentation totalement publique, comme encore une fois dans un bal, ou même dans un bal populaire comme ça existait dans les années 50. Donc on peut aussi rater plein de fois sans que ce soit quelque chose qui nous porte, enfin qui nous accable une fois pour toutes. Genre on est vraiment un loser de la drague parce que voilà, on sait que vous n'avez pas dragué telle ou telle personne. Donc ça donne quand même une possibilité d'être au fond capable de foirer, de rater sa vie amoureuse, mais en même temps de recommencer plusieurs fois. Comme le titre de votre livre. Exactement. Cette idée de se mettre en scène sous son meilleur jour pour espérer matcher avec un parfait inconnu, il n'y a pas ce truc un peu où on ne sait jamais en fait ce qu'on va trouver en face. Alors, on peut mentir, en fait, c'est ça, vraiment. Et bien sûr, il y a une sorte de cosmétique du profil
qui fait qu'on peut être aussi forcément en train de douter de la vérité des photos. Mais au fond, ce qui est drôle, c'est comment on devient l'enquêteur du profil de l'autre. Parce que on sait qu'il va nous mentir, donc on peut plus être naïf. Et donc, une photo ne suffit pas, il en faut toujours plusieurs. Il faut une photo de corps entière. Évidemment, il faut voir aussi s'il y a des écarts entre les photos pour vérifier la cohérence en quelque sorte du profil. Mais ce qui est marrant, vraiment, c'est qu'auparavant, donc quand je dis auparavant, c'était genre il y a peut-être 20 ans, on s'échangeait une photo, c'était déjà assez rare. Et on était content d'avoir une photo. Et on pouvait facilement même créer des faux profils Facebook. Donc ça a été tout le truc qu'on a appelé le catfish, du nom du documentaire Catfish. Et qui au fond, part maintenant d'un principe, c'est que oui, il y aura toujours des gens qui mentent, mais c'est parce qu'ils utilisent simplement les outils autant qu'ils peuvent, quoi. Et j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est vraiment un mensonge. S'embellir, c'est même quasiment la définition d'Instagram. Donc, on a du mal, nous, on est comme dans ce monde où, en fait, on peut plus trop distinguer ce qui est cosmétique de ce qui est authentique. Parce qu'en fait, le média lui-même suppose de tout rendre un petit peu plus beau, avec un petit peu plus d'éclat. Et donc, l'idée générale, c'est que simplement, on entre dans un monde du soupçon. Et je pense que moi, c'est triste, mais c'est inhérent à l'utilisation de ce genre d'outils, quoi. Vous dites à un moment, je cite, « Aussi sculpté que soit votre corps ou pulpeuse votre poitrine, il y a une dizaine de personnes à côté de vous qui ont les mêmes atouts. Si un homme refusait d'être trivialisé par le désir de l'autre, d'être transformé en simple objet sexuel et de perdre le contrôle, il commencerait par refuser de s'inscrire sur une application de drague. » Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui s'inscrivent sur une application de rencontre ont conscience de n'être plus qu'un objet sexuel ou de désir et par là d'accepter de se faire constamment juger sur leur apparence physique ? Ouais. Ouais, oui, oui, en effet. Ça veut dire que on peut pas se distinguer facilement quand en réalité on appartient à une sorte de mosaïque de profils. Donc moi c'est ce que j'aime bien en réalité. J'aime bien cette espèce d'écrasement comme ça. Il y a un côté très Warhol, quoi. C'est-à-dire, tout à coup tout le monde se ressemble un peu et puis du coup on est mis à égalité. Donc c'est parti un petit peu pour la compète. Il y a quelque chose un peu triste mais en même temps qui exprime tellement bien ce qu'au fond la démocratie. Parce que si jamais il y avait effectivement que les beaux qu'on devait voir et tous les moches qu'on excluait, là on serait dans un monde un petit peu plus aristocratique, comme une star, quoi. On allait tous s'approcher d'elle, lui prendre ses fringues, la foutre à poil, avoir les premières photos à poil de cette personne. Mais non, en fait, on est vraiment dans une esthétique, une érotique de la girl next door ou du boy next door. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la voisine de palier, le voisin de palier, qui est un petit peu comme nous, mais un petit peu mieux peut-être, ou du moins qui nous intéresse quand même un peu. Et c'est pouvoir l'approcher lui qui nous intéresse. Donc, les vrais égomaniaques, les vrais machos, les vrais donjouans, en fait, pourraient pas se plier à, en quelque sorte, rentrer dans des catégories préétablies avec des profils tout à fait banals pour pouvoir commencer la drague. Je pense que, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu une sorte de ligne de fracture entre ceux qui prétendaient être donc des pick-up artistes, c'est-à-dire des dragueurs de rue, qui en fait se définissent comme étant les vrais hommes, qui font vraiment au charbon, quoi, sur le front et pour draguer à l'ancienne. Et puis tous ceux qui trouvent le fond, peu viril, quoi, qui ont peur et donc qui seraient supposés rester derrière leur écran et qui eux n'arriveraient pas donc à immédiatement se présenter à la jeune fille en question. Et même d'ailleurs des philosophes se sont moqués des applications de drague en disant c'est vraiment un truc de personnes très frileuses, quoi, de peureux. Mais en réalité, c'est juste qu'il y a une autre esthétique. Voilà. On peut plus rentrer dedans en allant dans une boîte et en montrant du doigt à la personne qu'on fait toi, en disant toi, je vais t'embrasser. Ça fonctionne encore si on est un petit peu dans une ambiance particulière, mais en réalité, non. Avec du consentement, bien sûr. Voilà, exactement. En fait, c'est le problème du consentement et c'est le problème de la validation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes avant de rencontrer quelqu'un et l'application nous force à passer par toutes ces étapes. C'est aussi le lieu où la notion de beauté est toujours remise en cause, mais aussi évaluée selon des normes très précises. Donc à un moment, vous dites, je cite, « La beauté d'un corps peut recouper plusieurs réalités, mais sur un site, c'est d'abord une image, un code, en fait une avance stratégique. Si vous êtes beau, vous avez une longueur d'avance, plus de choix. Mais rien de décisif, il est avantageux pour ceux qui sont beaux de croire que la beauté est importante. »
la beauté n'existe que dans un rapport de possession. Donc, si on résume tout ça, les applications nous confortent ou pas dans notre perception de nous-mêmes. Ouais. Et alors, c'est très particulier en fait, parce que là, vraiment, on touche à une sorte de principe philosophique que Hume avait résumé en disant, en fait, la beauté, c'est vouloir posséder ce que l'autre a. Et on dit que c'est beau parce qu'en fait, on aimerait en être le possesseur. Et c'est vrai que sur les applications, en fait, on présente notre corps, on présente notre vie, nos voyages, et souvent, en fait, on est par rapport à cette personne comme si, comme une vitrine de magasin d'une certaine façon. Donc ça génère un rapport de possession, mais au fond, on n'est pas obligé. Moi, c'est plutôt ça en réalité, parce que je suis d'accord avec Hume, mais on n'est pas obligé de valider les critères de beauté et ce rapport très particulier en disant l'autre me présente un joli corps, je veux son corps. Comme s'il me le présentait sur un étalage. Mais en fait, non. Très concrètement, quand vous couchez avec quelqu'un, vous pouvez ouvrir les yeux en profitant du spectacle. Mais les critères de beauté ne sont pas directement les critères qui sont les plus excitants. Il y a énormément d'autres informations sensorielles qui peuvent s'échanger, qui ne se résument pas à une photo. Et évidemment, donc encore une fois, là, il y a un petit peu une tromperie. Enfin, c'est l'interface, puisque il y a des photos partout sur LinkedIn. Je veux dire, alors que sur LinkedIn, on devrait avoir des compétences, on voit des photos. Bref, la photo envahit tout. Et c'est Christian Röder qui dit ça, donc le patron de OkCupid, qui est un site de rencontre. On en parlera en fait, un peu plus tard. Voilà, ouais. Ça se transforme en une vaste, finalement, foire à la photo, quoi, Internet. Mais est-ce qu'il y a une manière de vérifier, entre guillemets, si on est beau ou pas ? Un peu une espèce d'adrénaline, tout d'un coup on match avec plein de gens et on se dit waouh, ça veut dire que je suis super belle ou je suis super beau, mais on vit aussi à travers l'image qu'on renvoie sur cette application. Vérifier qu'on est beau, c'est vérifier qu'on peut plaire à beaucoup de gens. Et plaire à beaucoup de gens, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, je vais pas définir la beauté ici, mais c'est simplement en fait dire qu'on est d'une certaine façon un petit peu mainstream. Ça veut dire qu'on a peut-être gommé les défauts. Et la meilleure façon d'être beau, en fait, c'est de garantir qu'on n'a pas trop de défauts. Enfin, c'est vraiment la définition très plate, d'ailleurs, qui a assez montré, comment dire, les magazines de mode. C'est-à-dire qu'en fait, quand on Photoshop, on rend pas vraiment plus beau. On fait qu'éliminer des défauts. Mais ça veut dire être un petit peu creux, quoi. Et donc, évidemment, on peut être beau. Mais je sais pas si vraiment on le souhaite. Parce qu'une fois qu'on devient cette personne générique, la plainte qui va juste suivre après, c'est de dire « mais non, on me voit pas comme une personne ». Bah ouais, mais en même temps, vous avez tout fait pour être générique. Donc, il faut choisir. Moi, je suis pas sûr de vraiment vouloir être beau, par exemple. Mes prétentions mises à part, il y a un rêve dans tout ça qui consiste, encore une fois, comme dans le milieu du show business, c'est simplement plaire à beaucoup de monde. Plaire à beaucoup de monde, c'est forcément plaire à des personnes qu'on va pas aimer. Et qu'est-ce qu'on va en faire après ? Donc, comme vous disiez, Christian Röder, donc l'ancien PDG d'OkCupid, qui est l'un des très célèbres sites de rencontres en ligne qui dominent le marché, il disait que les photos de profil féminin qui suscitent le plus de réponses sont celles prises chez soi, en vue plongeante, avec décolleté, comme vous disiez au début. Et pour les hommes, il suffit de faire une activité sportive, sans même avoir un visage très discernable, avec en bonus un petit animal dans les bras, sinon c'est pas drôle. Et donc, je me demande si on ne serait pas dans un cliché amplifié de la réalité. Donc, en gros, tout ce qui est sexiste pour la femme et tout ce qui est viriliste pour l'homme. Oui, c'est vrai, mais à ce titre, c'est la limite de la drague, en fait. C'est que vous devez être stratège, donc vous devez reprendre ce qui marche. Et donc des stéréotypes, en fait. Et de ce point de vue-là, ça n'améliore pas... comment dire, la nuance et la subtilité dans les rapports à l'autre. Ou plutôt, ça les améliore parce que, d'une certaine façon, vous allez débarquer avec tous vos stéréotypes, et puis en fait, tout le monde va vous les renvoyer au visage. Enfin, j'espère. Alors, certains peuvent essayer de faire semblant, encore une fois. Il y a une certaine mauvaise foi. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise foi parce que si on correspond au stéréotype, on va pas le désactiver. On va essayer de le confirmer, en fait. Et parce que ça marche. Mais je pense, dans le fond, qu'on est vraiment tous stratèges. Et d'ailleurs, la jeune génération le comprend assez bien, ça. Il y avait donc une série que je cite, mais vraiment une série ultra mineure. Je pense dans 10 ans, on l'aura oublié, mais qui s'appelle American Vandal, où dans la saison 2, effectivement, il y a quelqu'un qui veut se venger de l'image qui a été donnée de lui. Et c'est vrai qu'ils sont assez touchants, les gamins dans la série, parce qu'ils disent, bah oui, on porte des masques, mais dans le fond, on porte des masques, mais on veut être heureux. Et donc, le masque, ou même le mensonge, doit avoir une raison d'être. Et donc, ouais, on sera stratège, mais on sera stratège, j'allais dire, pour un but qu'on est tous capables de comprendre. C'est, on veut être aimé, on veut être désiré. Donc, le masque, en fait, il va pas tenir longtemps, puisqu'on
on a quelque chose à demander. Et là, il faut être honnête. En fait, il faut être honnête parce que sinon, on va juste jamais être satisfait. Donc pour l'instant, on parlait d'interaction hétéro, puisque vous évoquez souvent votre propre expérience en tant qu'homme gay qui utilise ce type d'application. C'est quoi la grande différence dans les usages entre hétéro et gay ou femmes lesbiennes aussi ? Pour les lesbiennes, il y a très très peu d'applications. Enfin, je me souviens d'une discussion avec une sociologue qui s'occupait justement des sites de rencontres, Marie Bergström, pour ne pas la citer, et on disait mais combien d'applications ? Quelles sont les applications ? Et en fait, il y a des usages lesbiens de certaines applications, mais sinon, je peux même dire, j'en connais pas. Donc voilà. Bon, après, je suis gay, mais effectivement, la différence principale, enfin, il y en a deux. La différence principale, c'est qu'en fait, il y avait déjà dans la culture gay, disons, quoi que ça veuille dire, mais il y avait déjà des pratiques qui étaient très communes de drague, avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, avant, il y avait des lieux de drague, des bars de drague. Enfin, je veux dire, on était équipés déjà pour pouvoir draguer avant les applis. Et après, c'est vrai que Grindr, en fait, c'est le prolongement naturel. Et Grindr est avant Tinder. Hein, c'est vraiment le... Et au fond, donc on n'est pas perdu. On n'est pas choqué par ça. Et le deuxième énorme avantage par rapport au monde hétérosexuel, c'est que la différence de genre, avec ses asymétries, tous les jeux de pouvoir qui sont dus au genre, en quelque sorte, s'affaiblissent. Je dis pas qu'ils s'annulent, parce qu'il y a toujours ceux qui sont très virils, ceux qui sont efféminés, mais... elle s'affaiblit du fait qu'on soit des hommes et du fait qu'on se sente peut-être moins capable, enfin moins facilement réduit à notre sexe. Et du coup, on a l'impression de pouvoir un petit peu négocier entre égaux. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais cette impression-là, en revanche, elle est très rapidement annulée sur les applis hétéros. Et pour avoir un petit peu testé les applis hétéros en faisant semblant d'être hétéro, et parfois en ayant fait, je dois l'avouer, un faux profil de femme, oui, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. On est ultra sollicité, on peut pas répondre. Alors les mecs sont frustrés. Enfin, c'est un monde qui de l'extérieur, parfois, vraiment me fait peur. Mais il y a aussi un type de représentation chez les hommes gays aussi sur ce type d'application, où carrément, il y a des personnes qui en sont exclues. Et donc, vous parlez même de racisme sexuel, on en viendra un peu plus tard. Mais par exemple, les hommes asiatiques et les femmes noires sont les moins plébiscités des apps, avec pour ces dernières 82% d'hommes non noirs qui ont tendance à ne pas leur répondre. Et donc, pour la communauté LGBT+, c'est la même chose, parfois même avec une homophobie intériorisée et des messages type « pas de gros, pas de femmes », pour pas dire pas d'hommes efféminés et pas d'asiatiques. Donc, il y aurait une hiérarchie de désirabilité en fonction de son apparence physique et ou corporelle. Le point quand même important, c'est si on veut être beau, encore une fois, qu'est-ce qu'on désire être ? Une sorte de produit standard. Et en fait, c'est ce qu'essaye de montrer indirectement Christian Röder dans ses statistiques qu'il a, c'est que ça marche pas tant que ça. Être juste standard, ça va pas, vous allez pas être haï, mais vous n'allez pas être non plus très désiré, parce que vous renvoyez à rien de particulièrement précis qui excite tout à fait l'autre. Et là, pour le coup, moi, c'est la beauté du truc, c'est que le désir ne se laisse pas catégoriser aussi simplement. Ou plutôt, on a des catégories qui sont des catégories, en fait, plutôt, disons, de présentation de soi sociale, mais qui ne correspondent pas tout à fait aux catégories de désir. Mais à contrario, donc, il y a tout un chapitre sur la fétichisation dans votre livre, avec des personnes qui ne sont rendues désirables uniquement en raison d'une spécificité, donc type couleur de peau, religion, origine sociale. Donc il y a cette idée on ne veut pas d'hommes efféminés, de personnes asiatiques, mais on en veut aussi pour des raisons très précises. Donc comment ça se passe ? Mais en réalité, moi je pense que le désir fétichise de toute façon. Voilà, donc je suis un petit peu pessimiste, mais c'est-à-dire que je me souviens même d'une scène dans un film qui, à l'époque, ça m'avait touché, j'ai trouvé ça trop beau. C'était un vieux film avec Sylvie Testu qui s'appelait Carnaval. Et puis elle voyait, je crois que c'était Roche Dizem, j'en suis plus très sûr. Et puis il avait une cicatrice, et elle dit « Mais j'adore ta cicatrice, c'est la preuve que t'as vraiment vécu et tout. » Mais en fait, en réalité, même si elle voulait dire que elle n'était pas attachée uniquement à un corps ou à une beauté, et que même le mec pouvait avoir une cicatrice, mais finalement, ça restait quelque chose qu'elle fétichise. Elle lui donne un sens, elle réduit l'homme à cette cicatrice, et même quand on veut être sympa en disant non, mais je t'aime pas spécialement pour ta couleur de peau, ton origine sociale ou autre chose, bah ça revient. Le désir est pas très propre de ce point de vue-là. Moi, j'en suis persuadé, c'est-à-dire je veux pas
faire croire aux gens qu'il y a une façon propre d'aimer ou propre de désirer. Je pense que de toute façon, que ce soit même des fétichismes alors là, très concrets, c'est-à-dire aimer les pieds, aimer les seins, aimer les cheveux, aimer les yeux, ça reste quelque chose qui n'est qu'une partie de l'individu. Voilà. Donc on ratera de toute façon de ce point de vue-là. En revanche, c'est quel genre de fétichisme se démarque. Et j'allais dire, le fétichisme, enfin le racisme, la grossophobie, la peur de tout ce qui est féminin quand on est gay par exemple, mais pas que, c'est quelque chose qui fait juste partie des tubes du racisme sexuel. Mais je crois pas qu'on s'en sorte mieux vraiment du point de vue de, par exemple, avant peut-être l'origine sociale. L'origine sociale, c'était quelque chose ou alors la religion. Quand vous discutez avec des personnes un petit peu plus âgées, vous voyez qu'un des trucs super importants, c'était la religion, quoi. Les catholiques pouvaient pas sortir avec des protestants, les personnes juives, ça représentait comme une sorte d'exotisme. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui sont pas nos catégories, mais je pense que de toute façon, on trouvera des catégories qui permettront d'exclure. Il y a aussi des niches sexuelles, donc qui sont, vous dites, l'unité de base de la drague en ligne. Et donc, il y a certaines applications ou des sites qui sont même spécialisés dans ça. Donc, par exemple, que pour les blonds, que pour... des spécificités très précises. C'est aussi une forme de fétichisation, d'une certaine manière. Donc, c'est là où, en fait, il y a vraiment une fétichisation, disons, coupable. Et il y avait une étude en Australie qui avait essayé de corréler le racisme réel de ceux qui, par exemple, excluaient d'emblée les Asiatiques ou les Noirs, etc., avec le racisme sexuel. Et donc, il y avait une forte corrélation, pour le dire simplement. Mais ceci étant, l'idée, quand même, c'est que vous avez des désirs qui sont quand même assez marqués. Le point, c'est pas tellement de ne pas fétichiser, c'est de ne pas faire que fétichiser. Et donc, de laisser une place à l'autre pour être en fait une vraie personne. C'est-à-dire que, et quoi que vous fassiez, c'est-à-dire même si vous voulez au fond coucher avec quelqu'un d'absolument standard, c'est-à-dire quasiment vous lui mettez un costume, je sais pas, vous le faites rentrer dans une sorte de uniforme en latex pour qu'on voit rien de spécial. Mais même là, en fait, ce qui compte, c'est pas ça, c'est si vous lui parlez avant, si vous lui parlez après, si vous êtes capable d'interagir comme un humain, quoi. Et donc, l'autre forme de fétichisation, ou plutôt de fétichisme cette fois-ci, consiste à dire, je vais pas forcément aimer quelqu'un pour ces détails de peau, de forme, etc. Mais je vais l'aimer parce qu'il peut faire des choses avec lesquelles je suis bien. Et donc, alors ça, c'est vraiment l'autre genre de fétichisme, qui est vraiment du fétichisme cette fois-ci. C'est-à-dire, je veux chercher un partenaire de telle ou telle pratique. Alors là, pour le coup, il y a moins de problèmes. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous allez faire ensemble. Donc, vous cherchez un partenaire qui fait du sadomasochisme, quel genre de sadomasochisme après, qui pratique quel truc. Donc, ça, c'était notamment une façon de s'en sortir qui avait été donnée par les salopes éthiques. Donc, il y avait les premières polyamoureuses du début des années 90 qui, elles, étaient toutes, de toute façon, branchées SM. Parce que c'est un courant quand même assez important du début, même des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Tout le féminisme pro-sexe a notamment parlé de ça. Et donc là, vous n'êtes plus en train de chercher une personne comme un objet, vous êtes en train de chercher un partenaire de jeu. Ce qui est très différent. Je vais vous lire un témoignage qui vient du compte Insta Personnes racisées vs Grindr, donc qui répertorie l'expérience des personnes racisées sur cette application. Donc le premier, c'est Hello, je cherche fun avec grand black musclé et toi, ou Coucou, le rêve, un black. Est-ce que ça, c'est ce type de message qu'on peut souvent avoir si on est une personne racisée, où en fait on a l'impression de pas être désiré pour ce qu'on est et de pas représenter un potentiel partenaire de vie ou un futur mari ou père, enfin j'en sais rien, mais vraiment comme un objet sexuel pour une rencontre très précise. Ouais, alors bon, pour les besoins quand même de la radio, moi je suis blanc, mais ceci dit, je peux dire, effectivement, au moment où j'en ai parlé de ce livre avec un ami qui était noir, il m'a directement montré tous les messages qu'il avait eus, qui étaient des messages de fantasme total. C'est-à-dire, et puis le même, évidemment, c'est l'idée de la super virilité de l'homme noir, etc. Et donc, évidemment, alors, c'est clairement quelque chose qui revient très souvent. Et donc, plusieurs études s'en sont vraiment emparées de ce sujet-là. Donc, il y a ce racisme-là qui est une sorte de racisme à l'envers, si on veut, qui se veut sympa. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui sont pris en train d'être racistes et qui sont,
pointé du doigt comme raciste, dire ah, mais non, mais j'aime bien, justement, c'est positif, je t'aime bien. Donc évidemment, il voit pas tout de suite le problème. Mais en même temps, donc le problème, c'est que sur ces applications-là, et en fait en général sur les réseaux sociaux là pour le coup, ce qui fait rêver et même fantasmer, je veux dire, qui donne du plaisir, c'est de pouvoir se lâcher. Et donc c'est difficile à combattre parce qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles on va sur ces types de chats, de messagerie instantanée, c'est qu'ils sont à l'abri du regard social. Donc à l'abri du regard social, il va passer en même temps par le même canal, le désir et tous les trucs les plus abjects et qui d'ailleurs vont souvent de pair avec le désir parce qu'on n'est pas très propre non plus, mais c'est-à-dire donc le racisme, la formulation de désir ultra direct. Et là, j'ai envie de dire, moi j'ai une position moins consensuelle, mais je sais pas si on peut vraiment trier les deux. C'est-à-dire que évidemment, ce qu'on peut faire en fait, c'est les bloquer. Mais je pense que si vous avez ce type de petite protection du regard social, vous avez forcément avec, en fait, tous les tarés du net ou de ces applis qui vont apparaître. Et c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est ultra emmerdant. Mais on ne peut pas complètement s'en sortir sans tout de suite aussi couper complètement cette petite liberté qu'on a. Il y a aussi énormément de grossophobie et de misogynie avec des hommes qui se servent souvent des apps pour déverser des choses malsaines et méchantes. Il y a un exemple d'un homme qui partage pas au-dessus d'1m70, pas plus de 65 kilos, donc déjà il y a des critères de beauté qui sont même pas trop réalistes, mais on passera. Et donc, il y a souvent des histoires aussi sur Internet de femmes qui partagent, voilà, on a commencé à discuter, etc. Et d'un coup, il a vu une photo où il s'est rendu compte que j'étais plus grosse que ce qu'il imaginait. Et là, c'était terminé. Donc, il y a plusieurs mois, sur le Huffington Post, il y avait un article qui disait « Après un rendez-vous Tinder, la réponse géniale de cette femme à celui qui l'épouserait si elle était plus mince. » Et donc, lui avait dit « Je ne vais pas te raconter de conneries, je t'adore trop Michel et tu es la plus jolie des filles que j'ai jamais rencontrées. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par quelqu'un de plus mince. Je t'épouserai immédiatement si tu étais une fille mince. » Et donc ensuite elle lui a répondu, c'est beaucoup plus long mais je vous lis un passage. « Tu as réveillé cette peur qui sommeille en chaque femme qui a un jour été adolescente. Celle que peu importe à quel point tu es drôle, intelligente, gentille, passionnée, loyale, déterminée, audacieuse ou pleine de vie, si tu es un peu en surpoids, personne ne te trouvera jamais désirable. » Et donc, il y a un peu ce truc de se dire que c'est comme si c'était tout ce que la société pouvait faire d'horrible, mais de manière fois 1000, quoi. Enfin, amplifié sur un réseau social où d'un coup, ce qu'on pourrait projeter d'agréable, on est dans une interaction agréable, on se dit, voilà, on se plaît mutuellement. D'un coup, c'est stoppé par des critères très précis de physique standard où il faudrait rentrer dans une norme. Alors, l'avantage, c'est comme ça, on sait tout de suite que le mec est un connard, c'est réglé. C'est vrai que c'est un avantage. Et effectivement, alors, j'allais dire, il est assez honnête parce que justement, paradoxalement, celui qui écrit ça doit avoir confiance sur le fait qu'il peut le dire sincèrement et honnêtement, et puis il sera pardonné parce que justement il est dans ce petit monde, cette petite bulle protégée. Donc après tout, on peut lui reconnaître ça, mais ce que disaient notamment les salopes éthiques à ce sujet-là, ils les appelaient les collectionneurs, ce genre de mecs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des critères, et satisfaire ces critères ne satisfait qu'eux. C'est-à-dire que, paradoxalement, ils font des choix concernant des personnes, mais en fait, ils se choisissent eux-mêmes. Ils confirment leurs propres critères. Et donc, ils n'aiment vraiment que leurs critères. C'est peu importe ceux qui rentrent dedans, en fait, puisqu'ils sont tous interchangeables. Et donc, les collectionneurs, pour ces salopes éthiques, c'était les pires. C'était ceux qu'il fallait éviter à tout prix. Évidemment, parce qu'en fait, ils touchent jamais l'autre. Alors après, moi, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, encore une fois, je sais pas si on peut complètement s'éviter de fétichiser l'autre. Et il faut faire attention à soi, parce que même si moi je dis ça, genre j'aime pas les collectionneurs, je sais que dans nos pratiques de drague, on sélectionne. Et il faut être juste assez honnête pour dire, effectivement, je sélectionne. Donc voilà, sans tout à fait être dans une espèce d'obsession de la sélectivité. Oui, mais il n'y avait pas cette idée aussi à l'origine de ces applications de pouvoir donner quelque chose
qu'on ne trouve pas dans la vraie vie. Donc par exemple, je ne trouve pas de partenaire, donc je vais sur une application pour enfin pouvoir être moi-même, me lâcher. Et là, d'un coup, on se reprend cette violence dans la figure de il me trouve trop grosse, en fait, il me trouve pas assez belle, je ne suis pas assez blonde, je ne suis pas assez ceci. Ou comme si, d'un coup, on revenait vers quelque chose de terre à terre, quoi. Et en même temps, donc si je devais... mais bon, je prends le rôle de l'avocat du diable, mais pour dire d'une certaine façon, encore une fois, si vous avez plus de personnes qui vous voient, vous allez peut-être pouvoir rencontrer celui qui trouve vos défauts adorables. En tout cas, c'est l'idée de Christian Rudder qui défend ça, donc qui défend ce qu'il appelle le pratfall effect, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'en fait, si vous êtes générique, donc vous allez avoir une note de désirabilité, enfin c'est pas vraiment une note de désirabilité, mais à un moment donné, il avait proposé à ses utilisateurs de donner des notes, quoi. Et donc, vous allez avoir une note assez moyenne, correcte. Mais si vous êtes, par exemple, pas très beau, avec un petit défaut, vous allez avoir soit des très mauvaises notes, soit des très bonnes notes. Et en réalité, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 personnes qui vous aiment. Vous avez juste besoin d'avoir peut-être une petite dizaine qui vous trouvent vraiment sexy. Et là, du coup, vous êtes assuré que ceux qui vous trouvent différents, en fait, vous aiment bien. Et c'est simplement peut-être un travail, mais encore... il y a un changement de culture là-dessus, très rapidement. C'est-à-dire qu'on sait que ces mecs-là, on peut commencer à les désigner comme des porcs, donc on peut les balancer, quoi. Et d'une autre façon, on sait qu'on a le droit d'aimer des gens qui sont différents. Et souvent, moi, je me dis, en réalité, la difficulté, c'est de se dire, bah oui, j'aime quelqu'un qui n'est pas exactement mignon, mais je pourrais le présenter à mes amis, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette honte de dire je sous-chope. C'est-à-dire, je chope, mais pas exactement une personne aussi belle, mais en même temps, qu'est-ce que j'aime cette personne, voilà. Et je trouve qu'on est on est encore très peur d'être jugé sur les personnes avec qui on sort. Bon, peut-être que ça changera, mais en tout cas, d'après Christian Rudder, il vaut mieux être, c'est son image, mais il vaut mieux être une sorte de John Waters, c'est-à-dire un cinéaste complètement de niche culte et que personne connaît, sauf ses aficionados, que d'être des George Lucas. C'est-à-dire, tout le monde les connaît, mais en même temps, personne les aime spécialement. Est-ce qu'il sera possible un jour de sortir de toutes ces codifications ? Est-ce qu'on verra, je ne sais pas, des apps vidéo pour avoir directement une interaction non basée sur une photo, mais plus sur une manière d'être ? Ou même, peut-être un jour, des applications sans photo ? Alors, je sais pas si ça se fera, genre des hologrammes, des apps de dating holographiques, mais en même temps, ça me semble... Alors, d'une part impossible et d'autre part non souhaitable. Impossible parce que, en réalité, l'un des grands plaisirs qu'on a, c'est de savoir qu'on a choisi parmi un ensemble de personnes. Et donc, si on nous présentait tout de suite la personne à qui on devait sortir, on perdrait en fait la sensation de liberté. Et d'autre part, pas souhaitable, parce que moi, je trouve bien qu'en fait, on se prenne des stops, des blocs, qu'on soit arrêté dans notre désir en disant c'est pas juste parce que je pointe quelqu'un du doigt qu'effectivement il va sortir avec moi. Et donc, c'est utile pour nous de savoir que nos désirs ont des limites, et qu'en fait, l'une des grandes règles, parce qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'on a fait comme si on avait plein de gens disponibles, mais en fait, la grande règle, c'est que tout le monde n'est pas disponible. Et que, en fait, nos choix sont très opportunistes. Et même parfois, d'ailleurs, on peut trouver, et ça nous arrive dans la vraie vie, des personnes adorables, on les aime, mais finalement, ils sont avec quelqu'un, et puis au moment où ils sont libres, c'est nous qui sommes avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a juste pas de disponibilité parfaite et absolue. Et il y a une série comme ça qui est très drôle qui s'appelle The Last Man on Earth. Et d'abord, il croise effectivement alors il dit, j'ai trouvé une femme, donc c'est la dernière, donc je suis obligé de sortir avec. Et puis juste après, tout à coup, il se rend compte qu'il y en avait une autre qui était vraiment genre mignonne, dans un sens très classique, plus mince, plus blonde, etc. Il essaie de tout faire pour essayer de justifier, de changer. Parce qu'en fait, c'est un opportuniste. Alors, il dit la vérité un petit peu du désir, même si c'est pas un personnage très très sympathique. Mais au fond, la vraie question, c'est celle de la disponibilité, plus peut-être que celle de la beauté. Est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrages sur le thème qui vous ont aidé dans vos recherches ou même qui pourront aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à avoir une meilleure analyse de ces rapports amoureux, de comprendre un peu toutes ces codifications de représentation, de rapport à l'autre, d'apparence, justement ? Alors l'ouvrage qui est sorti en plus cette année et qui est assez complet en fait sur le sujet, c'est celui de Marie Bergström.
Les nouvelles lois de l'amour, je crois, et qui est chez La Découverte, mais qui est en fait le travail d'une sociologue qui a connu en fait de l'intérieur les différentes applications, donc qui vraiment fait un assez bon bilan de en fait ce qu'on échange et du fait qu'on adore notamment quand on est en fait sur les applications. Juger sur des critères qui sont finalement assez fous et qu'on n'utilise pas tous les jours, mais on adore juger sur l'orthographe par exemple. Ce qui est intéressant parce que on se dit ah bah oui on juge sur des photos, mais si l'autre a fait des fautes, on l'aime plus. Mais personne dans la vraie vie commence par faire une dictée à son pote quoi. Donc il y a des choses qui apparaissent comme ça qui sont pas visibles autrement et qu'elle fait très bien sortir. Donc ce livre et puis après moi je vais vous dire des trucs de philo parce qu'en vrai ce qu'il y a c'est qu'on doit vraiment tout de suite abaisser un petit peu nos prétentions. Se rendre compte qu'on est globalement mu par la même force complètement folle. Donc je dirais métaphysique de l'amour sexuel de Schopenhauer. C'est très court en réalité, c'est très court et très drôle. Personne ne le lira, mais... Et peut-être une série, un film comme ça, ou un épisode. Bah, évidemment, il y a un épisode assez classique maintenant, c'est l'épisode de Black Mirror. Il s'appelle Hang the DJ, ouais, c'est ça, du nom du titre en fait de Smith, mais bon, c'est la saison 3 ou la saison 3, je crois. 4 Saison 3, il me semble. Saison 3. Et du coup, qui est vraiment une présentation de ce que l'amour pourrait être dans le monde des applis, mais qui, selon moi, pose problème. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est l'amour qui, justement, ne suit pas les règles des applis. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est sortir du monde des applis. En réalité, on aime les utiliser pour grandir un peu, mais il y a un moment où il faut en sortir. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Cet épisode a été réalisé par Marie Jaworski, produit avec l'aide de Diane Jean, Camille Régache et David Carzon. Merci à eux et à elles. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des notes, des commentaires, des mots doux. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.